Bonsoir à tous et bien, bienvenue pour ce webinaire. Ce soir, ensemble, nous allons pouvoir partager tous les trois une petite discussion et une présentation autour de la biodentine à l'Overlay. Donc, je vous présente le docteur Laurence Bury qui est juste à Bonsoir ma à tous. gauche. Bonsoir Laurence, qui donc est conseiller scientifique pour le laboratoire pour la société biodentine, pour la société pardon, Septodon. Et on va parler justement du produit biodentine. Je vous présente et je remercie David Claudel, le maître prothésiste du Bonsoir. laboratoire Céram. Bonsoir David, qui sera donc avec nous aussi pour justement pouvoir apporter le regard du laboratoire quand on va parler tout à l'heure des overlays. Et puis moi, je suis donc le docteur Thierry Lachkar, je suis le conseiller scientifique pour le laboratoire Céram, laboratoire donc installé en Alsace et qui est donc leader aujourd'hui en CFAO, en numérique en usinage. On va en parler justement tout à l'heure. Alors, l'objet de ce webinaire aujourd'hui, ce sera donc de pouvoir vous parler un petit peu de la biodentine, comment fonctionne la biodentine, le principe, finalement, les principes actifs de la biodentine, ses propriétés, bien entendu, ses indications également. Et puis, qu'est-ce qu'on fait après qu'on a posé cette biodentine, c'est-à-dire quel type de restauration? Aujourd'hui, les restaurations qui sont indiquées dans les cas des dents qui sont plutôt délabrées, c'est plutôt une restauration de type indirect. Donc, on va passer des onlets, des overlays. Et nous allons revoir un petit peu les grands principes de préparation qualitaire, justement avec David, pour revoir les erreurs qu'on a tendance à faire C'est sûr. dans nos préparations et qui amènent finalement le laboratoire à usiner ou à presser un inlay qui n'est pas forcément conforme à ce qu'on devrait faire. Et on va justement montrer quelques cas pour pouvoir s'améliorer. Eh bien Voilà. oui, alors allons-y en tout cas. Alors, allons-y, voilà. Donc, bien sûr, le principe du webinaire, vous le connaissez. Vous avez la possibilité d'envoyer des questions. Vous avez en bas, vous avez la petite fenêtre où il y a écrit chat. Donc, vous écrivez. On consultera les questions assez régulièrement. Et puis, on se laisse un bon quart d'heure à la fin pour pouvoir répondre aux questions. Donc, on a environ 30-35 minutes ensemble de discussion tous les trois. Et puis, une quinzaine, vingtaine de minutes pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Alors, Laurence, justement, on va commencer par rentrer dans le vif du sujet. Oui, tout à Tu fait. vas nous expliquer un petit peu, alors, quels sont finalement les principes de la préservation tissulaire et comment fonctionne en fait, en particulier la Tout biodentine à fait. dans les différentes couches de dentine. Donc en fait, on a notre carie et on sait qu'on a la dentine nécrotique. Puis on arrive à la partie orange qui est la dentine infectée. Et donc c'est une zone cariée qui est très riche en bactéries. Mhm. Ensuite, on arrive à une partie verte qui est la dentine affectée. Et là, on rentre vraiment dans le domaine d'action de la biodentine. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, on est dans le cas d'une carie profonde. On Oui. est à peu près à 5 millimètres du plafond de la chambre pulpaire. Et là, c'est vraiment le rôle de la biodentine. Elle va avoir un rôle essentiellement de, de favoriser de la dentine tertiaire qui va être réactionnelle si la palissade d'odontoblaste est restée intacte. En revanche, si on passe à un coiffage direct et qu'on a une destruction de certains odontoblastes, elle va permettre d'avoir des cellules indifférenciées qui vont se différencier en odontoblastes pour permettre de refabriquer cette barrière dentinaire. Donc là, en fait, sur le côté droit de la photo, c'est exactement la même chose en image. Et donc, on va considérer qu'à partir de la partie 4-5, on est dans le domaine de biodentine. Donc, dès qu'on a carie profonde, on pense à la biodentine. Alors, la biodentine, justement, en quelques mots, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne et quels sont surtout ces Tout à composants fait. actifs Donc, en fait, biodentine est entièrement fabriquée par le laboratoire Septodon. Donc, chaque ingrédient, on va dire, de notre recette est fabriqué est extrêmement pur. Donc, on a un silicate tricalcique qui Mhm. donne pratiquement l'essentiel des propriétés mécaniques et biologiques de la biodentine. Mhm. On a du carbonate de calcium, donc on a encore du calcium. L'oxyde de zirconium, c'est le radiopacifiant. Ça, il ne va pas tellement intervenir. Par contre, en revanche, quand on va faire le collage, vous verrez que le fait qu'il y ait de l'oxyde de zirconium dans la biodentine, ça peut être un atout. On a de l'oxyde de calcium, donc encore du calcium, et dans le liquide, du chlorure de calcium. Donc en fait, comment ça marche? Alors donc là, voilà, silicate, chlorure. Comment ça marche la réaction? Donc on a le silicate tricalcique qui, avec de l'eau,
va donner un gel de silicate de calcium hydraté. Comme c'est à l'état de gel, c'est encore visqueux, donc ça va pouvoir pénétrer. Ce n'est pas encore calcifié avec des dépôts d'hydroxyapatite. Mhm. Et vous allez avoir aussi du carbonate de calcium qui va venir, en fait, rendre étanche entre les différents grains les espaces laissés libres. Donc, On voit ici, progressivement, en voilà, fait, tout hein, à fait. ce qu'on voit sur la Ça diapo. comble progressivement la porosité de l'intergrain. Mhm. Donc, ensuite, ce qui est important que je vous montre pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment ça marche au niveau des tubuli. Après, donc on a le silicate de tricalcique avec de l'eau qui va donc donner un gel hydraté. Les ions silice sont importants parce qu'ils stimulent la minéralisation. Les ions d'hydroxyde de calcium, vous avez le calcium qui va stimuler la pulpe et la différenciation des cellules mésenchymateuses et la minéralisation. Ça, c'est ce qu'on connaît déjà Exactement, mais là, on les a dissociés pour que vous puissiez un petit peu mieux comprendre. Les ions hydroxyles, qui sont importants puisqu'ils vont donner un pH alcalin. En fait, on est même plutôt à 11, ce qui Oui. a des effets antibactériens et que ça contribue à l'étanchéité marginale de la biodentine. Les ions phosphate de calcium, ils se trouvent dans les fluides buccaux, donc dans la salive, par exemple. Oui. Ils vont permettre la formation d'hydroxyapatite. Et cette hydroxyapatite, c'est des nanocristaux, donc ils sont tellement petits que même les bactéries ne peuvent pas pénétrer. Ça a donc encore un rôle antibactérien. Et aussi, ça stimule la pulpe et la différenciation des cellules mésenchymateuses et la minéralisation. Et vous voyez là que vous avez donc des cristaux d'hydroxyapatite qui se sont formés. Alors, c'est l'image qu'on voit Voilà, ça, microscope électronique voilà, tout avec à fait. les cristaux d'hydroxyapatite. L'hydroxyapatite, Voilà. exactement. Et là, on sait que quand on a les cristaux d'hydroxyapatite, a priori, on a conservé la vitalité pulpaire. Oui, tout à fait. Hein. C'est vraiment Disons qu'on a l'efficacité d'avoir une barrière étanche. la bonne étanche. Alors, Donc, les propriétés chimiques, justement, de donc, l'étanchéité aux interfaces. voilà, donc en fait, comment ça fonctionne? Vous voyez que vous avez votre gel de silicate hydraté qui va pénétrer à l'état visqueux dans les tubuli dentinaires. Vous allez avoir l'hydroxyde de calcium et les ions hydroxyles qui vont entraîner comme un mordançage, donc une dénaturation du collagène. Et vous allez aussi pouvoir avoir à ce niveau-là du silicate hydraté visqueux qui va pénétrer entre les tubuli dentinaires, ce qui va donner ces fameux tags minéraux. Ah, pardon. Pas de souci. Ce qui va vous donner donc ces fameux tags minéraux qu'on va voir dans 2 secondes sur la photo au microscope électronique. Et donc, on va avoir une étanchéité. Et ensuite, vous allez avoir donc des dépôts de cristaux d'hydroxyapatite. Et vous voyez sur la photo de droite, voilà, donc là, on voit sur la photo de gauche la pénétration et les tags minéraux. Et ensuite, vous voyez l'étanchéité qu'il y a entre dentine et les tubuli dentinaires. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. En fait, ça fait à la fois une adhésion chimique et mécanique du fait que ça pénètre comme en fait un adhésif lors du mordançage, en fait. Absolument. Ensuite, lorsque l'on regarde en fait sur des coupes, vous voyez qu'avec la biodentine, vous avez une dentine qui s'est formée, qui est réactionnelle, qui est dense et homogène. Avec le MTA, vous voyez que c'est homogène, mais c'est moins dense. Et c'est pour ça, en fait, que dans les bibliographies, vous avez très souvent des résultats identiques sur un coiffage direct entre biodentine et du MTA. En revanche, le Terracal, qui est aussi dérivé du ciment de Portland, contient de la résine. On voit bien que là, la dentine réactionnelle, elle est ni dense ni homogène. Et surtout, ça contient de la résine, donc il y a une contraction de prise qui peut être nocive, et surtout la possibilité d'avoir des monomères qui restent actifs et qui sont nocifs pour les cellules pulpaires. Alors, on est là quand même sur deux cas différents. Si je peux me permettre, on a un coiffage pulpaire, on va dire, comme avec du MTA ou de la biodentine. Donc là, c'est intéressant de voir que la biodentine amène quand même une bonne réaction, peut-être même meilleure que celle du ProRoute en Elle est microscope surtout électronique. elle est plus dense Elle en est tout bien cas. plus dense en Oui, tout tout à cas. fait. Et par contre, voilà, quand on est sur un terracal, c'est-à-dire finalement un coiffage indirect, enfin en tout cas une petite protection pulpaire, on va dire, bah, le résultat il est quand même, il n'est pas du tout du même niveau d'ordre que ce qu'on peut obtenir avec. C'est ça. Au niveau réparation, on voit Voilà, bien la on différence. voit bien la différence. Ok.
Alors justement, en propriété mécanique, parce que c'est un peu intéressant de parler de la propriété mécanique de la biodentine, c'est quand même un matériau qui Alors, c'est sûr que ne s'appelle pas biodentine pour rien. c'est sûr, Il y a de la c'est-à-dire que dentine. là, si on regarde dans la résistance à la compression, la microdureté, la résistance à la flexion, on Mhm, est vraiment dans des propriétés très très proches de la dentine. Et c'est c'est vraiment ça. ce qui fait sa différence aussi avec les deux autres matériaux qu'on a vus sur la diapositive d'avant, c'est qu'en fait, on peut vraiment l'utiliser comme un substitut dentinaire. Contrairement aux autres qui sont, on doit mettre une micro-couche, enfin, ou une couche, et en celui-là, du fait de ses propriétés mécaniques, ça peut vraiment être laissé en sous-couche. Donc, c'est vraiment un substitut dentinaire très efficace. Mhm. Et on peut le monter donc jusqu'à l'émail. La seule chose, c'est qu'à la suite des 6 mois, les propriétés au niveau mécanique, au niveau de l'émail, ne sont pas aussi bonnes. Et donc là, il faut faire notre constitution soit directe, soit indirecte. Oui, on en parlera tout à l'heure, mais la biodentine se manipule justement, on remplit la cavité C'est ça. intégralement de biodentine et ça sert de temporisation Voilà. pendant au moins 2 semaines, hein, c'est ça? Exactement. En fait, on appelle ça le bio-bulk fill, c'est-à-dire une technique où on remplit la totalité du fond de la cavité jusqu'à l'émail. Jusqu'en haut, voilà. OK. Alors, merci en tout cas pour cette Ben, de rien. présentation sur de la biodentine. Maintenant, une fois qu'on a placé notre biodentine, on la laisse, donc on a bien rempli, on a bien compris, on va remplir notre cavité. Donc évidemment, on est dans le cas d'une carie assez profonde, une reprise de carie sous une ancienne restauration, par exemple, ou même une carie. On veut conserver, on va être le plus conservateur possible, on veut conserver donc la vitalité pulpaire. Cliniquement, on sait que c'est possible, hein, bien entendu. Pas de signe de nécrose, pas de signe d'inflammation irréversible de la pulpe. Donc, on place notre biodentine, on laisse, on temporise environ Oui, deux ça, semaines, on verra tout à on l'heure verra tout pour à avoir l'heure. les maximums de ses Et propriétés. puis, bah, on va dire la continuité en logique, c'est de passer sur une restauration indirecte, donc faite au laboratoire de prothèse, pour pouvoir avoir une pérennité de notre reconstitution et conserver donc cette vitalité pulpaire et cette dent dans l'état le plus longtemps possible. Donc, on est face aujourd'hui aux différents types de matériaux de restauration qu'on va pouvoir demander au laboratoire de prothèses. Donc, on va en parler justement avec David Claudel qui nous a fait la gentillesse de participer à cet échange. Disons qu'aujourd'hui, en gros, on va avoir sur les restaurations postérieures, évidemment, deux grandes familles, la famille des composites et la famille des céramiques. Il est clair que les composites de nouvelle génération sont des matériaux qui ont toute leur place dans la reconstitution indirecte sur le long terme, avec une très bonne pérennité, en particulier parce qu'il y a d'énormes progrès qui ont été faits tant sur l'esthétique que sur la pérennité et que sur l'abrasion. Euh, il n'empêche que si on les compare aux matériaux céramiques, on aura quand même une meilleure résistance à l'abrasion du côté des céramiques que du côté des composites. Mais en même temps, c'est quand même plus compliqué à mettre en place, quoi. Ça demande, il faut vraiment être beaucoup plus exigeant sur sa taille parce Oui, que ça peut casser alors qu'on peut toujours faire une petite réparation avec le absolument, composite et c'est un absolument. peu des fois plus tranquille, on va dire. Absolument, absolument. Et les reconstitutions composites ont cet avantage d'être réparables, entre guillemets, Mhm. c'est-à-dire que on va pouvoir, si dans le temps il y a une fracture d'une cuspide ou un petit bout de composite qui va se défaire, on va pouvoir le réparer assez facilement, ce qu'on ne pourra pas du tout faire avec un inlay céramique. Donc ça, c'est quand même important. Notons cette abrasion en inconvénient, cette abrasion à la fois des points de contact proximaux et à la fois de la morphologie occlusale. Alors, au laboratoire Cronseram, on réalise hein, des inlays composites. Les inlays composites réalisés au laboratoire sont ceux de la société Colten, c'est le Cryos. Donc, ce sont des inlays usinés, hein, David, c'est bien ça. Oui, On c'est les voit exactement d'ailleurs, ça. voilà, Oui, on voit les bah, blocs ici. nous, techniquement, on peut Alors tout pourquoi produire. Pardon? oui, alors justement, pourquoi le cryos? Parce qu'effectivement, techniquement, le laboratoire est C'est ça. suffisamment équipé, vu que c'est un des laboratoires les mieux Oui, équipés de parce que France. aujourd'hui, le laboratoire Quanseram a choisi un positionnement complètement basé sur le numérique et les nouvelles technologies. Donc, bien sûr que nous, les inlays, on pourrait très bien les produire du métal jusqu'à la full zircone dans l'absolu. Mais après, on répond aux demandes du marché. Effectivement, aujourd'hui, le composite, on ne veut plus le faire de manière foulée, montée à la main, comme ça se faisait à l'époque avec des seringues photopolymérisées. C'était très joli.
Mais c'est plus le positionnement de l'entreprise, c'est plus la demande du marché. Et en termes de précision et de qualité, on s'est tourné vers des fabrications numériques. Pour ça, dans les matériaux, nous, pour répondre à la demande de composite, on a choisi effectivement Krios parce qu'on on travaille tout en design. Que vous preniez une empreinte optique ou même une empreinte physique, comme on le voit là sur la photo, on va la numériser, on va designer l'inlet et après, ça va nous permettre de le fabriquer à partir d'usinage. Donc là, on voit derrière à l'arrêt de la photo des blocs. On peut répondre à toutes les teintes aujourd'hui du teintier Vita Classical sans problème. On va donc designer la reconstruction informatiquement, l'usiner dans ces blocs dans la teinte correspondante. Et ensuite, on va pouvoir la maquiller. On le voit, je crois, sur la photo suivante. Non, on voit un peu des étapes de maquillage. On va les maquiller. Ouais. Oui, c'est exactement ça, avec des compos liquides. En fin de compte, les maquillants sont pris dans des composites liquides qu'on va mettre en surface, qu'on va polymériser. Ça va durcir en surface, ça va boucher les pores et on va rendre un produit qui est complètement personnalisé sur le plan esthétique et adapté à la situation clinique du patient et on a un produit homogène. Déjà, c'est ça l'avantage d'usiner dans des blocs, c'est qu'on a un composite homogène. Quand on le montait à la main, on n'avait pas toujours cette homogénéité parfaite. Donc, on a quelque chose de mécaniquement très favorable et qui répond aux attentes des praticiens en termes de composite. Alors, ça, c'est quand on va choisir, nous, quand le praticien est plus à l'aise sur un inlay composite, pour, C'est comme disait ça. tout à l'heure Laurence, Ça, c'est pour la tous les réponse qu'on va avantages. apporter à la demande de composite. Nous, on La va vraie- partir c'est ça, sur le Krios. Après, pour c'est la demande ça, en exactement. céramique, Alors maintenant, si on est sur si on veut, si le praticien veut choisir plutôt de la céramique, alors le laboratoire Cronceram propose deux deux céramiques, hein, matériaux. Oui, l'IMAX et l'ENAMIC, hein, c'est ça. voilà, c'est ça. L'énamique, en fin de compte, c'est une céramique qui a été chargée, si je puis dire, en composite. C'est-à-dire que les grains de Oui, céramique, il y a toujours, comme on l'a vu avant sur la bioté, il y a toujours des espaces entre les grains. Et on le savait que sur une oui, céramique, si par exemple on a une amorce de rupture à l'extérieur de la céramique, elle peut avancer à travers ces grains et se propager à travers la céramique à aller à de la casse. L'avantage de ce produit, c'est que ces espaces-là ont été comblés par un composite et empêchent cette diffusion de fissures. Donc ça rend un produit aussi bien homogène. Et donc on a ce produit-là qui peut répondre à la demande céramique et on a en parallèle aussi l'IMAX. Donc là, l'énamique, c'est exactement comme le Prios, on va l'usiner dans des blocs, toujours pareil, on le design, oui, on élabore oui, toute la oui. morphologie, tous les paramètres de réglage occlusaux, proximaux et l'espace laissé libre pour le ciment ou le collage. Tout est géré par des paramètres informatiques. On l'usine, on a une restitution parfaite de notre design et ensuite on va pareil le maquiller, l'individualiser. La seule différence, c'est que l'énamique, c'est pas photopolymérisé puisqu'on n'est pas sur un composite. On va cuire les maquillants au four pour avoir quelque chose de solide. Non, encore l'énamique, là, Oui, on va le photopolymériser, c'est l'IMAX qu'on va cuire au four. Pardon, excusez-moi. l'IMAX va être Mm. cuite, ouais. L'IMAX, de toute façon, va être Parce que si on a pressé passé au four, ben, collaborativement. notre liant composite brûlerait au four et c'est pas ce qu'on recherche. Mm. C'est ça. Euh, Ce qui est intéressant quand on met l'IMAX face à l'énamique, c'est que l'énamique aujourd'hui, on sait tous que la céramique est très fragile. La fragilité de la céramique, elle est bien connue. Et finalement, le fait d'avoir cette céramique hybride avec ses 15% de résine, de résine polymère à l'intérieur, permet justement de diminuer cette fragilité. C'est C'est quand même un ça, point et d'avoir important. aussi différents produits avec des duretés différentes, ça permet aux praticiens aussi de choisir en fonction de sa situation clinique. Nous, on travaille sur prescription, on n'a pas forcément tous les paramètres, que ce soit les Mm. paramètres des résistances de la dent, d'occlusion, enfin, on n'a pas forcément toutes les données que vous pouvez avoir, donc vous pouvez choisir et on ouvre comme ça un large panel de choix avec différentes duretés, différents choix de restauration et ça ne c'est pour ça qu'on a choisi ces différents produits, quoi, pour répondre vraiment à différentes catégories. Oui, de toute façon, on est toujours, nous, en tant que praticiens, dans cette ambivalence entre, on va dire, l'indication de l'esthétique maximale. Donc là, on va aller Oui, chercher de la céramique pure, évidemment, et puis une solution plus dans le compromis, mais on est toujours dans le compromis entre esthétique et rigidité. Donc on est bien après, conscient oui, de ça. là, je suis D'où entièrement la... d'accord, sauf que les matériaux, la progression des matériaux fait qu'aujourd'hui,
ce choix-là Ah au oui, rapport esthétique, c'est en train de de moins en s'amenuiser moins. de plus en plus parce que Ouais, les composites sont de ouais, plus en plus jolis. Le c'est travail vrai, qui est fait c'est vrai. par nos techniciens en termes de personnalisation est de plus en plus affiné. Et donc, on arrive à des résultats esthétiques qui sont, par rapport à l'époque, vraiment surprenants. Les matériaux ont Absolument. un beau mimétisme, une belle intégration. Et franchement, ouais, c'est très surprenant. On pourrait dire, oui, les composites, c'est moins joli, la céramique, c'est plus joli. Ça Mm. pouvait être vrai, ça l'est de moins en moins. Je trouve C'est qu'aujourd'hui, vrai. C'est les, vrai. Mm. c'est pas forcément ça doit pas être le seul choix, enfin, c'est-à-dire qui doit déterminer. Je pense qu'on peut maintenant s'appuyer sur tous les autres paramètres qu'on cherche parce qu'on veut soulager l'occlusion, on veut pas que les choses aussi dures, parce qu'on passe pour différentes raisons cliniques. Et ce choix-là, Mm. aujourd'hui, Mm. il est moins dicté par l'esthétique. Et il laisse C'est vrai. plus ce choix-là sur ces paramètres. Et je trouve ça très intéressant. C'est vrai, tu as raison. Ben, merci en tout cas David pour cette précision sur si je résume les inlays composites ou les inlays céramiques avec ces deux céramiques, la Limax qui est bien sûr bien connue, qui sera donc utilisée au laboratoire Cronceram sous sa forme pressée et puis l'édamique qui est plutôt une céramique usinée. Alors oui, Donc oui, bah, je pense que maintenant, c'est quand même important de revenir un petit peu rapidement sur les principes généraux pour la présentation, la préparation cavitaire. absolument. Même, on n'a pas mis beaucoup, mais c'est juste pour se remémorer un petit peu les bases de la faculté, on va Ouais, dire. ouais, non, mais c'est important parce qu'on s'était dit avec Laurent, c'était important qu'on reprenne rapidement les grands principes parce qu'on a quand même tous dans nos cabinets des échecs. Bien sûr. Et faut se le dire, on est entre nous, souvent les échecs, on les attribue au laboratoire. Mais en réalité, on veut aussi, à travers ce webinaire, voir nos échecs en tant que praticiens, parce que c'est évident que c'est difficile, c'est un travail qui est difficile, de manière à ce qu'on se remette aussi, nous aussi, en question pour pouvoir avoir cette bonne contribution laboratoire praticien, laboratoire clinique. Alors, les principes généraux, rapidement, on va les revoir sur deux diapos. Alors, une dépouille, bien entendu, il faut éviter les contre-dépouilles. Une dépouille dans l'axe d'insertion, comprise entre 5 et 10 degrés, ça c'est l'idéal. C'est très difficile à le mesurer, mais il faut toujours garder. Disons qu'il y a des fraises maintenant qui ont C'est déjà ça, cette dépouille, donc c'est c'est ça. déjà plus simple Et qu'avant. les fraises nous aident Tout beaucoup à pour fait. ça, faut être bien équipé, évidemment. Éviter tous les angles arrondis, tous les angles vifs, pardon, et les angles internes arrondis. Faites attention, pas d'angle vif parce que ça passe pas, ça casse forcément. Toujours autant que possible favoriser un fond plat pour la stabilité de notre inlay. Donc attention aussi quand on fait nos cavités de bien ramener un fond le plus plat possible. Et puis, les parois résiduelles, ça aussi c'est important. Bien laisser 2 millimètres en cervical au minimum et bien laisser au moins 1,5 mm en occlusal. Sinon, on n'aura pas assez d'épaisseur. Donc, il y aura une fracture ou un problème d'occlusion, forcément. Alors, l'épaisseur, on le voit sur cette diapo, on le voit ici. C'est souvent un des points, on en parlera avec David tout à l'heure, un des points où le laboratoire nous dit il n'y a pas assez d'espace, il n'y a pas assez de hauteur. Voilà. Le fameux il n'y a pas assez de hauteur, qui fait qu'après, le laboratoire va essayer de monter autant que possible pour avoir ces 1,5 mm minimum de matériaux. Parfois, ça provoque une petite surocclusion. Nous, on va aller retailler cette surocclusion. Finalement, on va redescendre au millimètre, voire même en dessous du millimètre. Et là, très vite, le patient va revenir avec son inné dans la main ou la dent fracturée ou des douleurs même qui sont liées tout simplement à une infiltration. Donc, bien revoir nos principes de préparation avant de faire l'empreinte, quitte à je sais qu'on est tous focus sur le minimal invasif, mais il faut d'abord penser à la pérennité de la dent et donc quitte à revoir un petit peu notre préparation. L'isthme, c'est un point qui est très important. La largeur de l'isthme doit au minimum être de 2,5 mm. C'est fondamental. Quand on a des isthmes trop fins, eh bien, on va avoir une fracture à court terme, on va avoir une fracture de l'inlay. Parfois même au moment de l'essayage. Ça, c'est peut-être déjà arrivé. Vous prenez un inlay, vous l'essayez, tac, il casse. Ah, c'est quoi ce laboratoire? Qu'est-ce que c'est cet inlay? Non, c'est pas votre laboratoire qui est en cause, c'est notre préparation. Il faut vraiment se mettre ça un inlay qui, à l'essayage, casse, c'est parce que, je sais pas, il y a une bulle dans la céramique, je pense que David sera d'accord avec moi, surtout quand il est usiné, c'est parce qu'en fait, on n'a pas bien préparé. Et c'est vrai que de l'autre côté, au laboratoire, ils essayent de sortir le travail, donc il va sortir,
quelque Bah, part, ils même à savent qu'il y a de usiner, fortes c'est chances qu'il va se difficile. casser et c'est souvent ce qui Oui, arrive. David? Même, je disais, même à usiner, c'est difficile parce que quand on a une masse d'un côté, une masse de l'autre et qu'il faut aller faire un étranglement, en fin de compte, entre ces deux masses, les vibrations fait que, rien que les vibrations de l'usineuse, même on a des très bonnes usineuses, mais le problème, c'est que ça peut casser. Et on n'arrive des fois même pas à produire. Et c'est pas. Donc, même avant la bouche, nous, on n'arrive pas à le fabriquer. De sortir. Ouais. Oui, parce que c'est trop fin, quoi. C'est trop fin. On essaye, hein, on a des paramètres informatiques, mais même si des fois, du coup, on va compenser, on va usiner, enfin, on va épaissir un peu au design pour essayer de l'affiner après au grattage, mais ça met des tensions et c'est vraiment, ouais, c'est pas les configurations les plus aisées à fabriquer. Alors, David, Oui, justement, tu nous as préparé quelques cas intéressants des sur ce cas de qui te notre pose des quotidien, problèmes ouais. au laboratoire quand tu récupères les empreintes. Ouais, des cas Alors, qui sont le fins, premier ouais. cas, c'est... Ouais, Bah, vas-y, le je te cas laisse le sur commenter. celui-là, on se retrouve embêté parce qu'on le voit sur la photo de gauche. En fin de compte, le contact proximal, il revient et on n'a pas un bel accès. En fin de compte, parce que là, on va devoir chercher un axe d'insertion un tout petit peu sur la gauche et du coup, on va se retrouver avec un point de contact très très haut et on n'arrivera pas à avoir un accès facile au nettoyage en interproximal. Et du coup, ça, c'est pas une préparation. On a une belle préparation à la rigueur avec des belles parois de l'inlet, mais là, on voit que sur ce travail-là, il aurait fallu dégager un peu de place sur la dent adjacente. Et pour nous, c'est un problème pour avoir un contact propre qui soit pas trop haut, parce que là, on va se retrouver carrément sur le bord, sur la face occlusale de la dent, au niveau du contact, et on n'arrivera pas à faire quelque chose de bien adapté en proximal, quoi, avec une belle anatomie proximale. L'avantage pour les praticiens qui sont équipés d'une caméra, ou pour ceux qui vont s'équiper d'une caméra, c'est de pouvoir visualiser l'empreinte sur l'écran. C'est quand même important. C'est quelque chose qui était difficile pour nous en bouche. Oui, c'est sûr que ça fait la différence. On Là, voit tout ça de suite fait, l'erreur. on voit tout de suite notre erreur. Donc, On peut retailler, faire l'empreinte numérique, mais bon. exactement. Merci en tout cas, David, de nous avoir préparé ces screenshots parce on voit très très bien Là, justement on les est sur, différentes erreurs. une préparation justement où on va avoir un isthme très Oui, étroit. On a deux ouais, masses comme ça de, on de voit chaque très bien côté. là. Oui, qui ont été, Ouais. bon, ça a été nettoyé comme ça, mais du coup, l'étranglement que ça va faire, selon le matériau, déjà, imaginez à usiner ça dans un bloc, même avec la tolérance du matériau, les vibrations, on va déjà voir aller tout doucement. Au niveau de la pose, c'est déjà pas facile non plus en bouche pour le faire. En IMAX, c'est encore plus difficile parce qu'on se retrouve avec quelque chose qui est pressé, à haute pression. On se retrouve avec un refroidissement qui va avoir deux masses chaudes de chaque côté et un refroidissement qui va être un peu plus rapide au milieu. Du coup, ça va créer des tensions internes dans le matériau. On risque d'avoir des ruptures. On va sabler le cylindre et ça sera directement coupé en deux. Pour nous, ça, c'est des fabrications très complexes. Et C'est voire vrai des que fois, pour on n'y nous arrive pas. praticiens, c'est vrai que pour nous Oui, mais alors des praticiens fois, nous, on va qui le sommes produire une formés première à être fois. le plus Ouais. conservateur possible, c'est vrai que ça nous vient pas toujours à l'idée d'enlever de la matière qui, a priori, serait saine, quoi. Oui, je comprends bien, mais après, Non, non, mais du tout coup, il à faut fait. aussi penser. Mais Et puis, c'est bien de le voir, effectivement. après, il y a la fabrication, il y a la manipulation pour vous en clinique, au moment du Bien sûr. collage. Si Mm. vous avez tout préparé et que vous demandez aux patients de fermer doucement la bouche et puis qu'ils se coupent en deux, des fois, c'est un peu Ouais. dommage aussi, quoi. C'est sûr. On prépare quand même de toute façon pour une séance, donc ça serait un peu, ouais, autant tailler des fois un peu plus dès le départ, ouais. Mais je C'est peux sûr. comprendre. Les Voilà. contre-dépouilles, justement, Oui, on en alors parlait ça, tout c'est à l'heure, aussi là, un on a une problème belle qu'on photo, là. rencontre. C'est qu'on avait Oui. vu sur la première photo théorique en dessin qu'il fallait des parois avec une certaine angulation, mais on l'a pas toujours. Les Mhm. praticiens, ça nous arrive sur certains cas où je pense qu'ils ont voulu bien faire. Ils vont essayer de bien nettoyer la cavité, bien préparer. Et du coup, ils créent des contre-dépouilles. Mais nous, au niveau logiciel, il va falloir qu'on puisse insérer cette reconstitution in situ. Donc, du coup, on est obligé en gros, de mettre de dépouilles en fonction de l'axe d'insertion optimisé qui va être choisi. Mais du coup, on ne va pas adapter sur les pans résiduels. Il y aura un espace, si on le voit en vue occlusale, une fois posé sur le modèle qui va vous être livré, OK, on va dire, ouais, les limites, c'est parfait et tout. Mais si on faisait une coupe, on se rend compte que ça va bailler en dessous, qu'il y aura tout un espace qui va devoir être compensé par le collage. Et c'est embêtant, surtout là, sur ce cas-là, où on voit où on a des pans résiduels qui sont relativement fins. On risque d'avoir Mhm. après des casses de pans résiduels.
du décollement, possibilité, parce que là, il y a beaucoup de. En tout cas, on n'aura pas un contact intime de la reconstitution sur les parois. Et c'est ce qu'on sait, c'est ce qui est de mécaniquement plus intéressant, de plus costaud. Là, Mhm. c'est des cas qu'on rencontre aussi. Nous, on est obligé de choisir l'axe d'insertion le plus optimisé en fin de compte. C'est ça. Oui, Pour mais je suis aller d'accord chercher les avec points de toi. contact, chercher les limites, toutes les limites, toute la Mhm. lecture, c'est ça qu'il nous faut, quoi. On va se Et là, on le retrouver voit dans un bien cas que comme ça la avec. voile, on l'aura pas. Même si on ramenait un peu le modèle sur l'arrière, on n'aura pas tout, quoi. Non, non, bien sûr. Sur un modèle comme ça, sur une empreinte comme ça, ben, en la décortiquant ensemble, on comprend très bien que au moment du collage, il n'y aura pas une répartition homogène de notre colle. Donc, du coup, on va avoir des contraintes et l'inné a de fortes chances de se décoller, hein, tout Ah simplement. bah moi, Ça, à c'est l'œil comme vraiment. ça, je me dirais que c'est le pan, c'était quoi, distolingual qui allait céder, quoi. Oui, oui, moi C'était, aussi, ouais, ouais, tout à je fait. pense que c'est celui-là. Mhm. Ouais. Avec l'axe d'insertion qui va être Alors, choisi, le manque de soutien et le plus fin, c'est celui-là qui risque de casser à moyen terme. Mhm. Ça, c'est un cas qu'on alors ça, rencontre. c'était. Alors ça, voilà, ça c'était le cas que tu me disais que quand on a préparé ce Ouais. webinaire, tu nous disais, David, ça c'est notre cas, le grand Ah, mais ça, classique. mais Alors alors c'est là, je important. pense que, Oui, mais réellement, hein, je pense que je peux prendre oui, chaque jour de fabrication, parce que nous, on a quand même un gros laboratoire, on passe énormément de cas. Je pourrais prendre tous les inlays onlets d'une journée et je trouve oui, un cas comme ça au moins par jour. oui, C'est, c'est un peu notre quotidien et ça nous embête vraiment de travailler comme ça parce que, on ne sait pas trop comment se positionner. Parce que si on appelle le praticien, on leur dit, ouais, il faudrait faire un diastème. Ah, non, non, je veux pas de diastème, je veux chercher le contact. Mais du coup, la préparation, elle n'a pas été descendue assez. Et du coup, on n'arrive c'est pas ça. à suivre l'anatomie de la dent et pour aller chercher le contact. Bon, là, c'est un peu exagéré, je dis pas, mais ça montre quand même un peu ce qu'on rencontre. On va devoir faire un espèce de porte-à-faux comme ça, avec une niche, une poche en bas qui va accumuler les aliments, très difficilement nettoyable pour le praticien, pour le patient, Sûr. pardon. Et encore là, on est sur une prémo, mais des fois, on va chercher ça Sur les molaires. en distal d'une 6, c'est pas facile forcément pour le patient. Et ouais, ça c'est embêtant. Là, c'est une taille qu'il aurait fallu aller chercher beaucoup plus bas. On voit sur la photo de gauche qu'on est resté très haut. Et du coup, pour nous, on peut pas. En plus, on voit qu'il y aurait de la contre-dépouille, on ne pourrait pas aller chercher plus bas. On est bloqué. On est obligé de se poser Oui. sur cette limite de préparation. Et si on veut aller chercher le contact, voilà ce que ça va donner. Et ça, c'est des cas qu'on a assez régulièrement, voire quasi Là, quotidiennement. je pense qu'on est quasiment au niveau du point de contact, voire même peut-être même un peu Mais c'est au-dessus du ça. point de contact, quoi. Hein, on est d'accord. Sur ce On cas-là, va si je vraiment. voulais respecter l'anatomie de la préparation et de la dent, du coup, il faudrait que je fasse un diastème. Donc, dans les Mhm. deux cas, Oui. on serait embêté. Mais ouais, nous, on ne sait jamais comment se positionner. Des fois, les techniciens, ils m'appellent, ils font David, je fais quoi? Je cherche le contact, je cherche pas le contact. Alors, des fois, c'est ambigu de se positionner, on essaie de choisir. Alors après, Mhm. on se dit, il est des fois préférable d'aller chercher le praticien s'il peut aller à la rigueur un peu régler si ça lui plaît pas, mais souvent, c'est pas le but, quoi. Le but, c'est zéro retouche, c'est pause immédiate, sans retouche, quoi. Parce qu'après, ça ne sera pas glacé pareil, ça sera difficile, surtout en proximal. Donc, Mhm. mais ouais, on doit se positionner, c'est pas toujours facile. Mais quand c'est extrême, on appelle, hein. On- Non, non, c'est pas de notre ressort, du coup. Donc là, en fait, nous allons revenir à la biodentine. Donc, vous voyez sur la première radio qu'une fois qu'on a nettoyé la carie, on est bien dans le cas d'une cavité profonde. On voit bien qu'on est proche de la pulpe. On commence donc vraiment à être dans le domaine de la biodentine. Alors, la question qui a été posée, c'est est-ce qu'on peut être ouais, sous-gingival? Donc là, par exemple, on a nettoyé notre cavité. On va mettre juste notre matrice pour bien s'adapter à la paroi de la dent, mais bon, on va pas faire un point de contact vu qu'on va retravailler cette dent un petit peu plus tard. On va mettre un coin de bois et effectivement, on va pouvoir se mettre en sous-gingival. Étant donné que si vous voulez, on va pas garder cette biodentine, je dirais tout le temps, au maximum 6 mois. En revanche, ce qui est important de savoir, c'est que la biodentine ne s'utilise qu'en technique sandwich fermé. Ça veut dire que même si vous avez, comment je dirais, même la remontée de marge, en fait, il faudra essayer de trouver pour que l'inlay onlay passe, lui, en intracirculaire, on va dire, Mm, puisqu'il faut que la biodentine soit recouverte. mm, Donc ça, c'est une question qu'on nous a posée. mm. Donc effectivement, au moment de la mise en place de la biodentine, une fois qu'on a nettoyé la cavité de carie, on peut vraiment être en sous-gingival. En revanche, à partir du moment où on va faire la taille pour notre inlay, à ce moment-là,
il faudra absolument que la biodentina soit recouverte. Et aussi, le maximum possible de pouvoir conserver de l'émail pour avoir le maximum de collage possible. On nous a posé aussi la question sur le collage de la biodentina. Ça fera l'objet de notre prochain webinaire au mois d'octobre, où on passera vraiment plus de temps sur le collage, parce que c'est en fonction aussi des différents matériaux des inlay qui auraient été choisis par le praticien. Donc, si vous voulez bien pour cette question, on reviendra après. Sur le temps qu'on nous pose, je vais y revenir dans très peu de temps. Effectivement, la biodentina ancienne version, on compte à peu près 12 minutes et je vous donnerai les trucs et astuces pour ne pas rallonger. Mais vous verrez qu'avec la nouvelle version de la biodentina, qui est la biodentina XP, tous les praticiens, ça t'embête pas, juste qu'on revienne 2 petites secondes, voilà. Tous les praticiens nous ont dit qu'elle s'apprenait beaucoup plus rapidement. Donc là, vous voyez, on a mis la biodentina. On la laisse à peu près 15 jours, puisque la biodentina se bonifie dans les 15 jours avec les ions phosphate et aussi toutes les prises qui se font, enfin toutes les réactions chimiques qui se font pour avoir des cristaux d'hydroxyapatite et d'avoir les qualités de la biodentina qui soient le plus proche de la dentine naturelle. Ensuite, on fait notre taille classique et ensuite on pose notre inlay et vous voyez qu'une radio à 1 an, ben, tout va très bien et que c'était parfait. Mais on recouvre la biodentina. On est en technique sandwich fermé. On peut y aller si tu veux, là, c'est bon, il n'y a pas de problème. Donc, en fait, quand on dit le biobubble filtre, en fait, c'est la façon de remplir la totalité de la cavité, parce qu'on était resté sur des principes anciens qui étaient de mettre une sous-couche de biodentina, comme on mettait une sous-couche de MTA, mais les propriétés de la biodentina ne sont pas les mêmes que le MTA. Effectivement, le MTA ne peut pas servir de substitut dentinaire, contrairement à la biodentina, grâce à ses propriétés mécaniques très proches de la dentine. Donc, on va remettre la biodentina du fond de la cavité jusqu'à l'émail, parce qu'on sait que la biodentina, grâce au silicate tricalcique, ça protège la pulpe et ça favorise la guérison, ça préserve la pulpe, ça préserve la structure de la dent, puisque les propriétés mécaniques de la biodentina sont très proches de la dentine, ça assure la stabilité et ça protège contre l'infiltration de micro-organismes et ça favorise une efficacité à long terme. Voilà, on dit, tu nous disais tout à l'heure qu'il faut attendre environ deux semaines minimum. Voilà, donc ça, c'est certain. On temporise minimum 2 semaines. Alors, on va voir tout de suite après pourquoi on temporise 2 semaines. Donc, en fait, aujourd'hui, la biodentina, elle était quand même très, j'irais, opérateur dépendant. Donc, on a la biodentina, voilà, été compliquée pour certains. Ouais. Donc, en fait, la nouvelle expérience, qui a donc eu le produit de l'année 2024, c'est la biodentina en cartouche. Donc, elle a exactement c'est celle qui a été voilà, produit de l'année à l'ADF. Donc, c'est exactement la même formule que la biodentina ancienne, mais dans un nouveau système qui est une cartouche, pour permettre aux praticiens de l'utiliser quotidiennement de façon beaucoup plus facile et aussi bien de la préparation jusqu'à son injection dans la dent. Il lui faut un mixeur dédié parce qu'en fait, c'est un mouvement sinusoïdal avec une puissance jusqu'à 6200 tours minute que ne peut pas faire un vibreur classique. Et on a une montée exponentielle de la puissance de manière à ce que le mélange soit parfaitement homogène et vraiment très, très bien fait de la biodentina. C'est une amélioration, une vraie amélioration. Il y a une amélioration de la manipulation et de exactement. C'est ça parce que c'était un frein, quand même, pour se le dire. C'est ça, c'est beaucoup plus facile. Oui. Et surtout, du fait qu'elle soit extrêmement bien mélangée, le retour que nous avons, c'est qu'en fait, elle prend plus rapidement, du fait de l'extrême homogénéité du mélange. Bien sûr, bien sûr. Alors, peut-être tu pourras nous donner justement quelques petits trucs tout à l'heure. Tout à fait. Donc là, juste, contrairement à l'ancienne biodentina qui correspond à la biodentina 500 dans les nouvelles cartouches, il y a le produit extrudé sur la biodentina 500, c'est exactement la même chose que l'ancienne biodentina. Et on a la biodentina 200 pour les petites cavités ou la biodentina chez les pédos parce qu'ils l'utilisent énormément chez les enfants et donc ils ont besoin d'une quantité de biodentina qui est moins importante donc, que la 500. Concrètement, tu me disais tout à l'heure, quand on est sur une cavité d'inlay sur une prémolaire, la 200, ça suffit largement. Voilà, je pense que ça devrait suffire largement. Voilà. Oui, et 500, on va plutôt le réserver sur les molaires. Sur les molaires, ou si on fait 2, comme tu nous avais montré un cas tout à l'heure avec deux voilà, grands, tout à fait. là, on va prendre une carpule de 500. 500, exactement. D'accord.
Alors donc, nouveau packaging, j'ai envie de dire, nouvelle manipulation, Exactement. amélioration Pas de des... manipulation finalement, puisque ça se fait Voilà, ça se fait automatiquement. automatiquement et donc, on Et deux voit très bien. quantités différentes en fonction de… Donc, Alors, j'ai une question à te poser. Une fois qu'on a rempli notre cavité, on revoit notre patient 2 semaines, 3 semaines plus tard. Enfin, moi, j'aime bien attendre 3, 4 semaines bien sûr. personnellement, mais bon, Hmm. voilà, évidemment, on vérifie sur le plan clinique avant de faire l'anesthésie qu'il n'y a pas de nécrose, que tout se passe bien. Et on va donc préparer notre cavité selon les principes de préparation qu'on a évoqués tout à l'heure. Alors, j'ai une question à te poser. Quel matériau, finalement, en provisoire, tu vas mettre dans la cavité? Alors en fait, quand on remplit la cavité la première fois, vu qu'on monte jusqu'à l'émail, il n'y a pas besoin Bien sûr, d'un matériau provisoire. En revanche, quand on a fait la taille pour l'inlay, oui. étant donné qu'on sait que la bionontine va être très étanche, qu'il n'y aura pas de problème d'infiltration bactérienne, en fait, on ne change rien à nos habitudes. On utilise exactement le même matériau provisoire qu'on utilise habituellement. D'accord. Donc, si on a l'habitude d'utiliser tu sais, les petites résines qu'on enlève avec une sonde après, Voilà, ça c'est très ça te bien, va très c'est bien. parfait. On Et évitera les produits avec à base de le génol, évidemment. génol pour éviter pour ne pas avoir de problème lors du collage. Très bien. Alors, je ne l'ai pas vu encore arriver la question. Je suis assez surpris, mais il y a une cotation pour la biodentine. Enfin, il y a une cotation quand même pour le Voilà. coiffage. Donc, Tu peux nous en parler peut-être alors c'est sûr que la rapidement? biodentine, elle a fait ses preuves. Ouais. Et donc, Ça fait d'un combien point d'années que la biodentine existe? 12 ans, je pense. Et donc, en fait, de tout ce qui est pulpotomie des dents temporaires, coiffage direct, l'exérèse partielle pour la pexogénèse, donc il y a des nomenclatures. En revanche, effectivement, comme on peut commencer, on applique la biodentine dans une cavité profonde, il n'existe pas encore de nomenclature pour le coiffage indirect parce que malheureusement, la science va plus vite que les nomenclatures qui sont des formalités administratives. Mais je suis persuadée Ça que arrive. très, très prochainement, on aura une nomenclature euh, pour le coiffage indirect aussi. Alors, j'ai juste une petite question, et d'ailleurs, c'est sympathique parce qu'il y a des praticiens connectés qui ont un peu répondu. Donc, l'embout courbe sur les capsules Alors, sera en, les bienvenus, alors en fait, justement, dans la nouvelle. les cartouches, les embouts se coudent. C'est ça. Donc, il n'y a aucun problème. On peut les incliner, on prend avec la main Ah oui, et on peut les courber et les mettre dans la direction qu'on veut. Bon, on ne va pas le faire 40 fois parce qu'à un moment, ça va bien casser. sûr, Mais mais deux, trois c'est fois, flexible et voilà, on c'est peut, flexible sans problème. on Je peut- ne me rappelle plus exactement dans le test combien de fois on peut les plier, mais il n'y a pas de souci, quoi. Très bien. Alors, avant de finir, je voulais qu'on évoque, et on va passer après aux questions, évidemment, je voulais qu'on évoque un petit peu cette approche sur les scellements dentinaires immédiats. Alors, justement, comment la biodentine se positionne par rapport à ces techniques appelées scellement dentinaire immédiat? Alors, en fait, c'est vrai que on voit maintenant dans toutes les dans toutes les formations actuelles, qu'on fait le scellement dentinaire immédiat, c'est-à-dire que une fois que la cavité de carie qu'on a nettoyé la carie, on fait notre mordançage, on met notre adhésif et on met un composite flow qui va venir euh, fermer toutes les Mhm, contre-dépouilles, mhm, ce qui permet de faire l'empreinte tout de suite. mhm. Mais malheureusement, je pense que certains d'entre nous ont déjà eu des échecs en posant leur inlay et que quelques temps après, on a une inflammation pulpaire et le patient revient et notre bel inlay, on est obligé de faire un trou pour Bien sûr. retourner à l'intérieur. Donc, c'est vrai qu'à partir du moment où on parle de résine, ça veut dire qu'on peut, en fonction des lampes, avoir des monomères libres qui sont néfastes pour la pulpe. Donc, c'est important que nos lampes soient efficaces et photomérisent bien sur une grande profondeur. Et donc, en fait, l'avantage de la biodentine, il faut quand même se souvenir qu'on est dans une cavité profonde. Donc, ce qui est quand même important, c'est de pouvoir avoir un suivi tranquille. Et ces 15 jours, je dirais, nécessaires pour que la biodentine prenne le maximum de ses qualités et de ses propriétés, Réparatrice. permet de suivre le patient pour que, à partir de 15 jours, on puisse voir qu'il n'y ait pas eu de souffrance, on fait le test pulpaire, il réagit bien, il est pas revenu en urgence. Donc, je trouve que c'est quand même une tranquillité d'esprit, connaissant toutes les propriétés de la biodentine sur la pulpe. Donc, je pense que on a beaucoup plus de tranquillité. Et ensuite, à partir de 15 jours, on retire, on fait notre taille comme on aurait fait, en enlevant dans les critères de ce qu'on a vu
marrant, je deviens flou. Ouais. Je bouge pas là. Dans les critères de ce que l'on a vu avec David tout à l'heure, en faisant bien attention, et ensuite on pouvait mettre notre inlay onlay. Alors, des petits trucs et astuces justement alors, pour éviter de rallonger, comme tu disais. C'est-à-dire que bon, si on pose, si on voit les choses un petit peu différemment, il y a une question qui est arrivée justement sur la prise. Le temps de prise, c'est quelque chose qui revient souvent parce que c'est un peu un frein. Bien sûr. Alors, est-ce que finalement on ne fait pas des erreurs dans notre manipulation qui rallongent le temps de prise et qui Bah, n'est plus des 12 à 15 minutes c'est sûr. C'est-à-dire, comme c'est par censé être? exemple, vous prenez une sonde métallique pour Mhm. vérifier si votre biondine elle est dure, et ben vous retardez énormément la prise. Ouais, Euh, Avec la nouvelle formule de Biodentine XP, oui, quand vous la manipulerez, alors il faut pas fouler la biodentine parce qu'elle peut entraîner des douleurs et des nécroses pulpaires. oui, En revanche, avec cette nouvelle formule, le mélange est tellement homogène qu'il s'étale tout parfaitement. seul. Il a une viscosité vraiment parfaite, Mhm. il s'adapte bien aux parois. Et là, en fait, il n'y a rien besoin de faire. Donc, depuis qu'il y a la biodentine XP, la nouvelle formule, il y a beaucoup moins de douleurs post-opératoires pour le patient. Donc, c'est vrai qu'avant, on disait qu'on pouvait activer le matériau avec un ultrason, mais je dirais qu'avec la nouvelle formule, ça n'a plus de raison d'être, en fait. Et puis, on avait tendance à l'apporter, le matériau, dans la cavité. On prenait notre porte, soit un porte amalgame, et on l'amenait. Donc, il y avait ce temps de manipulation. Là, tu C'est ça. l'injectes directement, c'est ça? Après, quand on parle du temps des 12 minutes, si on regarde que, par exemple, on fait notre soin de carie, qui est le même quelle que soit la technique qu'on utilise, si on fait un scellement dentinaire immédiat, donc, on met bien notre matrice, donc avec la biodentine qu'on met la première fois, on n'est pas obligé d'être aussi appliqué. Et on va quand même faire un mordançage, de l'émail, de la Ah oui, dentine, bien sûr. mettre notre sous-couche. Moi, je pense que si on devait calculer, on ne doit pas être très loin des 12 minutes. Oui, Sans compter après de mettre le matériau provisoire. Je ne suis pas sûre que au niveau même coût de tous les produits qu'on utilise et du temps d'application qu'on doit mettre, parce que quand on fait un scellement dentinaire immédiat, il faut être à l'abri de l'humidité. Ça veut dire qu'il faut poser sa digue. Bon, là, de toute façon, sur la biodentine, on la pose aussi. Dès qu'on pense carie profonde, on essaye quand même, si c'est possible, de mettre la digue de manière bien sûr. à être le plus, voilà, le plus étanche possible. Bien sûr, bien sûr. Bon, bah écoute, en tout cas, c'est clair parce que déjà, on a compris que quand on manipule la biodentine, on va éviter de prendre notre saute en métal pour vérifier si ça a pris Exactement. ou pas. Donc, déjà, on a bien retenu ça. On retient également utiliser plutôt des petites spatules en plastique, Voilà, c'est ça, les petites finalement. spatules en téflon décomposites, par Téflon, exemple. c'était très bien. Et puis, on va éviter de fouler Voilà. pour éviter aussi Mais la nouvelle formule de la biodentine, voilà. Donc en fait, si on devait retenir quelque chose, c'est que la biodentine, de par ses propriétés mécaniques, font que c'est un substitut dentinaire idéal. En plus de ça, de ses propriétés biologiques et de son activité sur la pulpe, pour réaliser un inlay-onlay, ça a vraiment tout son sens d'utiliser la biodentine comme substitut dentinaire et ensuite faire notre reconstitution, tout en se souvenant qu'on doit faire une technique sandwich fermée, c'est-à-dire que la biodentine au niveau du sulcus devra être recouverte par notre inlay-onlay. Oui, alors on parlera justement du collage le 10 octobre quand on refera notre deuxième partie du webinaire. Il nous reste encore une dizaine de minutes justement pour répondre aux questions. Je pense que le message était vraiment bien clair. Il y a du sens, comme tu disais. Il y a du sens dans le cadre des reconstitutions un peu profondes ou même assez profondes. On est en proximité pulpaire, voire même en coiffage pulpaire direct. Il y a du sens de refermer, donc remplir complètement la cavité avec la biodentine, de faire agir finalement les principes actifs pour pouvoir obtenir une réparation pulpaire. Et Et après, après, choisir le matériau qu'on utilisera et faire en notre fonction overlay. de notre cas. Et pour ça, David, vraiment, on était ravis de t'avoir avec nous parce que c'est vrai que les praticiens, de temps en temps, on oublie que nous sommes un binôme avec vous, les prothésistes, et que Oui, c'est important. Je trouve que c'est une relation symbiotique. C'est pas du tout c'est ça, autrement que ça exactement. doit passer, C'est-à-dire avec que le patient au centre des débats. Ouais. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir communiquer les uns avec les autres pour que vous, quand vous retrouvez face à un problème, vous puissiez appeler le praticien et qu'on D'accord. nous-mêmes, on puisse se remettre en question. Et vous aussi, des fois, on a un patient avec une certaine difficulté, il n'ouvre pas beaucoup la bouche, que vous ayez aussi conscience que sur la fiche, on vous marque le plus d'informations possible Oui, par c'est rapport aux ça. difficultés que l'on rencontre nous
face à ce patient. Oui, moi, c'est ce que je dis toujours à tout le monde, ne pas juger sans savoir, parce que c'est toujours facile de dire, ah, ben, cette empreinte, elle n'est pas bien, il n'aurait pas dû nous l'envoyer. Je dis, oui, mais vous ne savez pas la situation en fauteuil. Des fois, c'est pas simple. Vous voyez, vous avez facile, vous avez un modèle ou une empreinte. Et de l'autre côté, effectivement, des fois, nous, on se rend compte avec on a des freins de réalisation et il faut savoir aussi les entendre et se comprendre les uns les autres. Et du coup, c'est comme ça qu'on y arrive. Puis nous, on est toujours ouvert aux Donc, discussions et au ça, c'est- dialogue, Merci. que ça ce sont soit les pour les premières matériaux, questions. pour les Alors, techniques et les technologies, il n'y a pas de souci. merci, Merci Il y aura infiniment, toujours David. quelqu'un Alors, on va pour passer vous entendre et vous écouter. Mm. Alors, on va passer à quelques questions. S'il y a des questions aussi pour toi, David, je vais te les transmettre. Alors, Pas de donc là, souci. on avait une question d'un praticien. Peut-on laisser la biodentine au niveau sous-gingival et construire l'inlay en laissant la biodentine en Bah, interproximal? je pense que là, j'ai répondu. Oui, C'est un coiffage. C'est une technique sandwich fermé. L'inlay onlay doit recouvrir la biodentine. voilà. Donc ça, c'est bien. Il y avait une autre question qui était passée à un moment donné qui demandait comment est-ce qu'on a fait dans ton cas clinique pour mettre les deux biodentines Eh sur ben, deux dents différentes. il n'y avait pas de problème. En fait, on met la matrice ou on met une double matrice. On peut même utiliser les anciennes matrices Balzer qui permettent de faire deux matrices en une Absolument. seule, puisque Oui. on n'a pas besoin d'être extrêmement précis sur le point de contact, puisque c'est l'inlay onlay qui réalisera ce point de contact après. Et ensuite, en plus, avec les cartouches de biodentine, c'est encore plus facile. On mélange la première, on remplit, on mélange la deuxième, on remplit. Donc, c'est vraiment très facile. Ce qui va être important, c'est d'utiliser la spatule, comme on a dit, donc pas en métal, une spatule en plastique ou Oui, ou même coton. rien. Vraiment, avec la nouvelle biodentine XP, il n'y a rien besoin de faire. Elle s'étale vraiment Voilà. très, très bien. D'accord. Donc ça, cette nouvelle biodentine, vraiment, alors, impeccable à essayer. Alors, Donc après, le seul inconvénient de tout coiffage, c'est qu'on ne peut pas réaliser, on ne peut plus réaliser le sablage des parois dentaires juste avant le collage de l'inlay. alors, Alors là, euh, le collage, on en parlera peut-être la oui, on prochaine en fois. parlera. Oui, je veux bien qu'on en reparle la prochaine fois. Parce que, J'aurai la réponse, mais c'est vrai que on va garder ces questions et on parlera du sablage, du mordançage et tout ça. alors en coiffage, j'ai une question sur la codification. Je t'avais Oui, dit qu'on c'est allait en ça. avoir. Effectivement. Donc, Alors en coiffage indirect, pas de cotation. effectivement, il n'y a pas de cotation. Après, Donc pas de facturation. pas de facturation, sauf qu'on peut mettre la biodentine sur le tarif de son inlay onlay, par exemple. Oui, ok. Si saignement en sulcus, peut-on toujours mettre la biodentine? Alors, en fait, oui, parce que je dirais que d'abord, c'est vrai que déjà on met la digue. Donc, en mettant la matrice à un coin de bois, déjà on peut arrêter le saignement. Absolument. Et après, au niveau du sulcus, on est vraiment en proximal. Ce qui est important, c'est que la biodentine, elle soit sur la partie de la chambre pulpaire. Donc, bon, c'est vrai qu'une corne chez un jeune, elle peut être un petit peu plus en proximal. Mais je pense qu'avec la matrice, un coin de bois et à la rigueur, tout simplement, un produit hémostatique, On va faire des métastases on, nous-mêmes avec on un petit compresse et ça s'arrête et action. on peut y aller, hein. La matrice placée sous digue, ça saigne plus. Donc, Alors, mais c'est évident qu'il faut quand même préciser qu'on ne pourra pas injecter la biodentine oui, si c'est très, très, si si ça ça saigne. teigne beaucoup, Ça ne va pas prendre. mais on peut vraiment pallier à ce problème-là, en fait. Alors, Alors, on a une question sur la désinfection de la de la biodentine. cavité de la dent Alors, avant de poser la biodentine. aujourd'hui, on n'a pas complètement de consensus par rapport à ça. Je On en dirais avait que, parlé on ensemble. en avait parlé ensemble. Donc, il y a le DTA, puisque en fait, ça va permettre le mordant, enfin, d'enlever la boue dentinaire à l'intérieur des Absolument. canalitules. Mais il y a des études qui disent pour, des études qui disent contre. Je pense qu'on pourrait être tranquille en utilisant de l'hypochlorite. Parce que finalement, quand on fait un coiffage direct, qu'est-ce qu'on fait? On prend une boulette de coton avec de l'hypochlorite et on compresse pour que ça s'arrête de saigner. Donc, a priori, et comme après, la biodentine marche très bien, je dirais qu'aujourd'hui, peut-être qu'au mois d'octobre, je pourrais vous donner peut-être une autre réponse parce que des études sont en train d'être menées. Mais je dirais qu'aujourd'hui, je serais tranquille dans ma réponse en vous disant de l'hypochlorite. Ou de la chlorhexidine éventuellement. Alors, c'est pareil, en fait, pareil, il y a des études qui sont pour et des études qui sont contre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je préfère juste dire l'hypochlorite, comme ça. euh, Comme ça, alors, on désinfecte. Le le sérum sérum ah non, phi, c'est qu'un sérum phi, donc ça n'a aucune pas activité rincé, ouais, antibactérienne. non. Ouais. Donc, il faut de l'hypochlorite. Ou Parce hypochlorite qu'il ou faut vraiment, chlorhexidine, tu nous diras la ça. biodentine marche et il faut qu'il n'y ait pas de bactéries, ou du moins très très peu. D'accord. Lors du coiffage indirect, je pensais qu'on en pouvait le passer en HN. Et ben, en fait, ça n'existe plus le HN. C'est-à-dire que aujourd'hui, tout acte qui n'existe pas dans la CCAM n'existe pas. Donc, il n'y a plus de hors nomenclature.
Désinfection hypochlorite à quel pourcentage? Bah, je répondais Moi, 2%. oui, bah, j'utiliserai celui qu'on utilise en Ouais, endodontie. c'est en 2%. Hypochlorite sur pulpe vivante. Ah bah oui, Oui. puisque un coiffage direct, on est sur une pulpe vivante, on prend un coton et on compresse et il n'y a pas de problème, quoi. Alors, Donc, sans compression trop forte, sans évidemment. compression trop C'est juste forte, une mais pour que le désinfection. saignement arrête. Ouais. Donc, avec une compression, bien sûr, toujours pas trop forte pour pas entraîner de douleur. Mm. Ben voilà, je crois qu'on a fait le tour des questions. Et Bah oui, tout à puis, fait. On vous remercie vraiment tous. 20h57, donc on est bien dans les temps. C'est Tant mieux. génial, hein. On vous attend Voilà, tous au mois d'octobre. Merci vraiment encore, David, parce que c'est tellement bien d'avoir un prothésiste avec nous pour partager et échanger. c'est vrai. Merci à Oui, toi, Thierry. avec Merci, plaisir. Laurent. Moi, Et je sais me puis, rendre À disponible, on même sera pour. vraiment ravis de vous retrouver bientôt. Et si Voilà, et les merci à la société praticiens ont des questions Septodon à et apporter, ils peuvent appeler au laboratoire. Je serai présent pour leur répondre. Pareil. ouais, Ben, C'est pas merci moi, ça sera un infiniment, en tout collègue. merci cas, David. David. Bonne soirée à Merci à tous et puis à vous. très bientôt. Et À très n'hésitez pas, bientôt. s'il y a d'autres questions, on est là. Merci. Au revoir. Merci. Au Au revoir. revoir. Au revoir.